Bonjour, c'est Michel Drac. Aujourd'hui, je vous présente un livre, Konrad Lorenz, L'agression. Alors, je présente ce petit bouquin parce que j'ai prévu, pour répondre à des questions qui m'ont été posées sur ma chaîne YouTube, de faire dans quelques semaines, je pense, une prise de position, en quelque sorte, sur la question du racisme anti-blanc. Mais avant de faire cette prise de position, je voudrais introduire un certain nombre de concepts et fournir un certain nombre de bases théoriques, en quelque sorte, que je vais utiliser dans cette prise de position. Et une partie de ces bases théoriques viennent de ce livre très connu, très célèbre, de Konrad Lorenz. Alors, quelques mots d'abord sur l'auteur. Qui est Konrad Lorenz ? C'est un biologiste, un spécialiste de l'éthologie, d'expression allemande. Je crois qu'il était autrichien à l'origine. Il a quand même beaucoup travaillé en Allemagne. Il est parfois contesté. On dit que il a un peu tendance, si vous voulez, à extrapoler un peu trop vite à partir de trop peu d'observations sur trop peu d'espèces. Mais personne ne conteste en tout cas que son œuvre a été séminale. C'est-à-dire qu'il a ouvert des champs d'investigation, des champs de réflexion. C'est un esprit puissant, à la fois scientifique, mais aussi d'une certaine façon philosophique. C'est-à-dire que la façon dont il a abordé la théorie darwinienne porte en germe une sorte de réconciliation entre le darwinisme et le principe de finalité bien compris, c'est-à-dire le principe de finalité sans le finalisme un peu absurde de certaines théories vitalistes. Il a écrit de très nombreux textes. L'agression est probablement le plus connu, je pense. En tout cas, c'est celui qui est le plus frappant pour un non-spécialiste, pour quelqu'un qui n'est pas particulièrement porté sur ces questions-là. Je me souviens avoir lu il y a quelque temps les principes fondateurs de l'éthologie. Bon, c'est vraiment assez desséchant, c'est assez scientifique, si vous voulez. L'agression, c'est un texte qui a une forte dimension humaine. Il faut dire que Konrad Lorenz savait de quoi il parlait, parce que c'est quelqu'un qui est né au début du XXe siècle, il a été soldat dans la Wehrmacht sur le front de l'Est, il a été prisonnier en URSS, il avait assisté avant à la montée du nazisme, et il a pu assister au niveau de violence que représentait la confrontation entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique de Staline dans les années 40, donc l'agression n'était pas pour lui une pure question théorique, quoi. Et ça se sent dans la puissance et dans la profondeur de sa réflexion. Alors, si je devais présenter cette réflexion, je le ferais en une série de courtes questions. Évidemment, je ne peux pas, là, en une petite vidéo, vous transmettre tout le contenu et toute la sève du travail de Konrad Lorenz, c'est impossible. Mais comme souvent, les idées claires s'énoncent facilement, et en fait, on arrive assez bien à résumer les grandes lignes de son propos en quelques questions simples. Première question, pourquoi l'agression existe-t-elle ? Le livre est sous-titré « Une histoire naturelle du mal ». Effectivement, l'agression intraspécifique, l'agression à l'intérieur d'une espèce, entre congénères, c'est, en tout cas s'agissant de ce qui se passe à l'intérieur de l'espèce humaine, c'est ce que nous avons tendance, dans nos systèmes moraux, à appeler le mal. Et donc une première question qu'on peut se poser, si on utilise la perspective darwinienne pour porter un regard sur une question morale, c'est pourquoi ? Pourquoi le mal existe-t-il ? Alors, la réponse de Konrad Lorenz est absolument, je pense, imparable. D'abord, il rappelle que, pour un biologiste, la question du pourquoi n'est pas la question de la justification morale. Ça n'est pas la question de la finalité. Ça n'est pas pour faire quoi, comme s'il existait une sorte de volonté désincarnée qui veut nécessairement quelque chose.
Ça, c'est une question qui touche à la religion, qui touche à la question des fins dernières. Ça n'est pas celle du biologiste. Dans la perspective darwinienne, pourquoi l'agression intraspécifique existe-t-elle? Ça veut dire pourquoi, quel rôle joue-t-elle dans la sélection naturelle? Parce que si ça existe dans la durée, c'est-à-dire si les espèces qui existent, la plupart des espèces qui existent, connaissent le mécanisme d'agression intraspécifique, c'est bien parce que ça leur a donné un avantage compétitif. Sinon, ayant un désavantage compétitif, les espèces caractérisées par l'agression intraspécifique auraient disparu. C'est-à-dire que pourquoi est reformulé en quel est l'avantage compétitif apporté par l'agression intraspécifique qui fait que des espèces qui connaissent cette agression intraspécifique se sont perpétuées, au détriment donc éventuellement d'espèces qui ne l'auraient pas connue. Il faut bien que ça ait présenté un avantage en termes d'évolution. Alors, quels sont ces avantages? Parce qu'en fait, il y en a plusieurs. Konrad Lorenz en identifie 3. Premier avantage, et c'est évidemment mieux pour une espèce que les individus les plus performants conquièrent les territoires qui leur permettent de s'étendre et de nourrir, de développer leur progéniture. Variante, c'est mieux pour une espèce que les mâles, les plus performants, conquièrent le maximum de femelles. Parce que la quantité de descendance dépend, on va parler des vertébrés supérieurs. Lorenz se centre sur les vertébrés supérieurs, il ne parle pas des autres. La quantité de descendance dépend du nombre de femelles, mais la qualité de la descendance dépend de la qualité des mâles qui ensemencent ces femelles. Donc ça, c'est le premier avantage de l'agression intraspécifique qui est assez évident. Sachant que la sélection naturelle, en fait, c'est assez peu un affrontement interespèces, c'est en particulier pas du tout un affrontement entre les prédateurs et les proies, parce qu'il y a nécessairement un équilibre qui se crée entre prédateurs et proies. Si les prédateurs ont tué trop de proies, et forcément il y a moins de proies à tuer, donc le nombre de prédateurs diminue, donc à ce moment-là, il y a moins de proies à tuer, donc le nombre de proies remonte. C'est ce qu'on appelle les stratégies évolutionnaires stables, qui oscillent autour d'un point d'équilibre. Donc il n'y a pas de guerre entre prédateurs et proies. Par contre, il y a des guerres à l'intérieur de la même espèce ou entre espèces qui partagent la même niche écologique, entre concurrents. La sélection naturelle, c'est surtout ça. Et donc il est bien évident que les espèces qui, via l'agression intraspécifique, confient les territoires et les femelles, en quelque sorte aux individus porteurs du patrimoine génétique le plus performant, eh bien ces espèces décollent au détriment de celles qui ne font pas la même chose et qui stagnent. Et donc sur le long terme, ceux qui décollent écrasent ceux qui stagnent. Première explication, première raison pour laquelle l'agression intraspécifique existe. Deuxième raison, alors là c'est plus subtil, c'est un peu plus compliqué à comprendre. En fait, dans beaucoup d'espèces, l'agression intraspécifique est régulée, si vous voulez. C'est pas les mâles qui se jettent les uns sur les autres pour s'entretuer. C'est plutôt des mécanismes d'affrontement qui vont presque jusqu'au combat, mais pas vraiment, ou alors au combat simulé. Et en fait, ça permet de répartir le territoire, soit entre individus, soit entre meutes. En fait, c'est une technique de gestion de la répartition territoriale qui permet d'optimiser l'implantation de l'espèce sur un territoire. Ça se voit, et explique Lorenz, au comportement de fuite et de combat des individus, de la plupart des espèces territoriales, au fur et à mesure qu'on se rapproche du centre de leur territoire. Plus on se rapproche du centre, plus ils sont agressifs.
Donc ce qui se passe entre individus d'une même espèce qui doivent se répartir sur un territoire, c'est que ceux qui sont très agressifs repoussent un peu ceux qui le sont moins, mais au fur et à mesure qu'ils les repoussent, ils s'éloignent du centre de leur territoire et ils rapprochent ceux qu'ils repoussent du centre de leur territoire. Donc à un moment, ceux qui étaient moins agressifs, étant plus proches du centre de leur territoire, ont une prime d'agressivité et ils repoussent à leur tour les autres. Et c'est comme ça que, par une sorte d'intelligence émergente, alors qu'il n'est pas évidemment programmé, les chiens, par exemple, qui marquent leur territoire par l'urine, au niveau de chaque meute, ne calculent pas, on va collectivement, au niveau du méta-organisme formé par toutes nos meutes, se répartir le territoire le plus intelligemment en marquant comme ça nos territoires et en se livrant à des luttes territoriales, en quelque sorte, à l'âme rabattue, à fleur et moucheté. Non, ils ne calculent pas comme ça, mais c'est bien ce qu'ils obtiennent. Parce que la nature, petit à petit, les a dotés d'un système instinctuel qui fait qu'ils se comportent comme ça, et ça leur a donné un avantage compétitif qui leur a permis de bien se répartir sur les territoires et de maximiser la présence de l'espèce. Enfin, il y a une troisième fonction de l'agression, c'est qu'elle permet, dans une certaine mesure, dans la mesure où elle est encadrée par un système instinctuel de mise en balance, elle permet des hiérarchies sociales à l'intérieur des sociétés animales. Or, en général, avec quelques exceptions sur lesquelles on reviendra, ces hiérarchies sociales sont avantageuses pour la transmission des savoirs à l'intérieur de l'espèce animale. Car il y a transmission des savoirs à l'intérieur des espèces chez les vertébrés supérieurs sociaux. Et Lorenz explique en gros que moins les animaux connaissent spontanément leur milieu et leurs prédateurs, plus leur société est hiérarchisée. Parce qu'en fait, la hiérarchie est un moyen de marquer les individus qui, étant plus vieux, plus expérimentés, peuvent en quelque sorte transmettre des comportements adaptés aux jeunes. Et l'agression intraspécifique ritualisée sert, entre autres, à ce marquage des individus qu'il faut imiter. Voilà, donc, pourquoi l'agression existe-t-elle à l'intérieur de la même espèce? Parce que ça permet de sélectionner le capital génétique le plus performant, parce que ça permet de répartir l'espèce de façon homogène et efficace sur un territoire, et parce que ça permet d'établir à l'intérieur des espèces des hiérarchies qui sont favorables à la transmission, alors entre guillemets, on va dire des connaissances, en fait c'est des comportements à imiter. Donc vous voyez que ce qu'on découvre très vite quand on se penche sur le fonctionnement concret de l'agression, c'est que évidemment, pour jouer pleinement son rôle, en particulier ses fonctions 2 et 3, répartition territoriale et hiérarchisation, eh bien, il vaut mieux que l'agression intraspécifique soit régulée. Une espèce qui serait caractérisée par un niveau d'agression intraspécifique tel que ces mâles passeraient leur temps à s'exterminer les uns les autres, finirait forcément par disparaître. Par auto-élimination, en quelque sorte. D'où la question qui arrive maintenant, comment la nature régule-t-elle l'agression intraspécifique? Alors, là, je dois dire que la lecture de Konrad Lorenz a vraiment constitué pour moi une révolution intellectuelle. Parce que j'ai découvert une chose stupéfiante, ce que je croyais être vraiment quelque chose de tout à fait humain, c'est-à-dire le rôle du rituel, eh bien, ça n'est pas spécifique à l'être humain. Les animaux ont des rituels, et ces rituels ne résultent pas simplement, en quelque sorte, de comportements instinctuels préprogrammés. C'est-à-dire que tout le monde sait, par exemple, qu'un chien, avant de se coucher quelque part, il tourne 3 fois sur place pour vérifier
qu'il n'y a rien qui peut le blesser, puis ensuite il s'allonge. Moi, je pensais que tous ces comportements-là, qui sont assimilables à des rituels, venaient en quelque sorte de choses programmées à l'intérieur de l'animal. Eh bien non. Eh bien non. Les animaux s'inventent, se fabriquent des rituels. Et Konrad Lorenz l'a découvert un jour, par hasard. Il avait la particularité assez originale de fréquenter beaucoup les oies. L'oie est un animal, semble-t-il, qui est intéressant pour quelqu'un qui fait de l'éthologie. Et un jour, Konrad Lorenz a oublié de faire rentrer, le soir, une petite oie qui vivait en quelque sorte chez lui. L'oie peut être un animal qui est domesticable. Et donc elle est restée à la porte. Or, cette oie avait pris une habitude avec le temps. L'oie est un animal assez craintif. Quand elle montait à l'escalier, pour monter au premier étage pour aller dormir, elle faisait toujours un détour pour aller d'abord vers une zone lumineuse. Parce que la première fois que Konrad Lorenz lui avait fait monter l'escalier, elle avait fait comme ça, et ça s'était bien passé. Et donc elle allait vers la zone lumineuse, puis une fois qu'elle était là, elle montait l'escalier qui était moins bien éclairé. Là, ce soir-là, Konrad Lorenz ayant oublié de la faire rentrer, elle était un peu paniquée, parce que la nuit était déjà tombée, et elle a couru tout droit dans l'escalier. Et arrivée à mi-hauteur, elle s'est arrêtée, et elle a fait un geste qui est caractéristique chez les oies, c'est pour ça, semble-t-il, que les oies sont utiles à observer pour quelqu'un qui fait de l'éthologie, c'est qu'elles ont, semble-t-il, des gestes bien précis, qui ont des sens bien précis, un geste qui est un geste d'effroi. Et elle est redescendue l'escalier, puis elle est allée chercher la zone de lumière, et elle a refait son trajet habituel ritualisé. Or ça, c'est pas quelque chose qui peut être programmé instinctuellement. Ça veut dire que l'animal s'était inventé un rituel. Alors, à quoi ça correspond ? Probablement au fait que les animaux ne connaissent pas les relations de causalité. Il faut voir que un animal, surtout s'il est plongé dans un environnement qui a été modelé par l'homme, il ne peut pas comprendre pourquoi il n'aura pas d'ennui s'il fait les choses d'une certaine façon, et pourquoi il aura des ennuis s'il les fait d'une autre façon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'il a fait quelque chose qui lui a permis d'obtenir le résultat qu'il convoitait, par exemple aller au premier étage, et qu'il l'a fait de telle sorte que ça s'est bien passé, ensuite il le refait de la même façon. Parce que, comme ça, il sait que ça se passe bien. Et quand il sort de son rituel, tout de suite, il a peur. Alors, à partir de là, puisqu'il y a une capacité des animaux à inventer des rituels, ou éventuellement à les imiter, puisqu'on a vu que dans les sociétés animales hiérarchisées, il y a des processus d'apprentissage par imitation, ça ouvre tout un champ à l'observation sur le rôle éventuellement de ces rituels dans la gestion de l'agressivité. Alors là, je ne peux pas rentrer dans tous les détails parce que c'est quand même assez compliqué, mais progressivement, ce que Lorenz arrive à montrer, c'est que chez les animaux, les rituels résultent en fait de mouvements instinctifs qui se maintiennent alors que leur fonction a disparu. En partie par apprentissage, mais en partie aussi par héritage instinctuel. Il y a une combinaison des deux. Ça existe d'ailleurs aussi chez les êtres humains. Par exemple, Lorenz se fait remarquer, vous savez,
le geste qui existait à son époque, qui existe moins aujourd'hui, d'offrir une cigarette, en quelque sorte, pour entamer une conversation. C'est un peu le rituel du calumet de la paix, version européen du XXe siècle. Ce genre de geste d'embarras, qui permet en fait de désamorcer le caractère de confrontation latent d'une relation interpersonnelle, ça renvoie à des rituels de sociabilité dont on retrouve l'équivalent dans l'ordre animal. Et à chaque fois, en fait, on fait une chose apparemment pour une raison, mais en réalité pour une autre. Quand deux Indiens se rencontrent et fument le calumet de la paix, apparemment c'est parce qu'ils veulent goûter leur tabac respectif. En réalité, c'est parce que ça leur permet en quelque sorte de traiter un objet qui va venir ensuite dans la discussion, qui est le sujet de la négociation et qui est potentiellement explosif, comme si c'était quelque chose de secondaire. Et donc ça désamorce beaucoup les risques de conflits violents. C'est une tactique de gestion de l'agressivité. Eh bien, mutatis mutandis, de façon beaucoup moins complexe et sans intermédiation du langage, les animaux font la même chose. Il y a des gestes, dans la plupart des espèces de vertébrés supérieurs, visiblement, qui servent en fait à des fins sociales. Et en particulier, c'est sans doute la partie du livre de Konrad Lorenz qui est la plus célèbre. Évidemment, il y a un problème chez les vertébrés supérieurs, qui sont des espèces sexuées, c'est qu'il y a quand même un moment où il faut que deux individus mettent en commun leur territoire. Il faut que le mâle et la femelle s'accouplent, qu'ils aient des enfants et qu'ils soient élevés sur un territoire mis en commun. Comment faire ça ? Comment procéder à ça ? Eh bien, en étudiant les gestes, en quelque sorte, que font les oies et différentes espèces de canards en préalable, en quelque sorte, à l'accouplement et à la constitution de couples, je dirais, durables, parce que la particularité de ces espèces, c'est que quand deux oies se mettent en ménage, c'est pour la vie. L'oie est un animal monogame. Eh bien, il y a un certain nombre de gestes qui sont faits, et Lorenz montre que, en particulier, la femelle de l'oie fait un geste qu'il appelle un geste d'instigation, qui est un geste spécifique, qui ressemble au départ au geste de désignation d'un adversaire. C'est-à-dire que la femelle de l'oie va se mettre devant le jarre qui lui plaît, en quelque sorte, et elle va faire un geste bien précis, comme si elle désignait un adversaire. Dans certaines espèces, ce geste existe encore à l'état pur, en quelque sorte, et c'est un geste d'instigation au combat. C'est-à-dire que c'est une femelle qui dit à un mâle, qui est le sien en général, « dégage-moi ce type de là ». Chez les oies, c'est un geste que les femelles font vers le vide, sans désigner d'adversaire précis, pour dire à un jarre, c'est toi que je choisis pour qu'on se mette ensemble et qu'on fasse des petits ensemble. C'est-à-dire qu'elle fait comme si elle désignait un ennemi commun, qui en l'occurrence n'est pas désigné, et c'est un signe qui veut dire en réalité, je t'aime, je veux faire ma vie avec toi. C'est le type de rituel de gestion de l'agressivité intraspécifique qui permet cette gestion chez les vertébrés supérieurs. Alors, évidemment, ce passage est très connu parce que ce que Lorenz établit, en fait, si vous voulez, c'est que, vous savez, la grande découverte de René Girard sur le désir mimétique ne s'applique pas qu'à l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'en réalité,
quand deux individus s'accouplent, y compris chez les oies, c'est toujours contre une tierce partie. Au besoin, une tierce partie qui est non précisée. Mais ça va être nous contre le reste, les autres. Bon. Ça peut d'ailleurs aller jusqu'à des choses assez extraordinaires. C'est fantastique ce passage-là où Lawrence raconte que quelquefois il y a des couples d'oies qui s'installent dans des colonies d'oies qui sont des couples homosexuels. C'est de l'homosexualité platonique, hein. Ils font rien ensemble en général, mais ils se mettent en couple ensemble, et généralement c'est deux individus du même sexe, plutôt deux genres, qui sont rentrés dans un face-à-face d'agressivité, et pour une raison quelconque, ça n'est pas allé ni jusqu'au combat, ni jusqu'à la fuite de l'un des deux, mais ça a dérapé pour devenir un cérémonial du triomphe partagé. Le cérémonial du triomphe partagé, c'est quelque chose que font les oies qui sont en couple, c'est-à-dire qu'une fois que Madame Oie a fait son geste d'instigation et que Monsieur Oie a dit « Ah oui, bon, d'accord, viens, on se met ensemble, qu'ils ont fait des petits », ensuite, de temps en temps, pour se faire plaisir, ils font tous les deux ensemble un cérémonial du triomphe, qui est le cérémonial que font les oies qui viennent de gagner un combat contre une autre oie. Ils n'ont pas forcément gagné un combat, mais ils font le cérémonial ensemble pour marquer en quelque sorte qu'ils fonctionnent ensemble. Bon. Et d'ailleurs, c'est un besoin chez les oies de faire de temps en temps ce cérémonial. Ça leur fait plaisir en quelque sorte, même quand il n'y a pas eu de combat. Mais quelquefois, ça dérape entre deux genres. Et alors ensuite, ils se retrouvent dans une sorte de liaison bizarre où ils fonctionnent ensemble. Alors ils font pas de petits ensemble, ils peuvent pas. D'ailleurs, il n'y a pas de sexualité entre les deux. Mais ils se mettent sur le même territoire et ils prédominent généralement à l'intérieur de la colonie, ce qui fait qu'on se retrouve avec des colonies d'oies où les PD dominent en quelque sorte, parce que forcément un couple de jarres, ils sont beaucoup plus forts que les couples hétéros tourneux, parce que les mâles sont plus forts que les femelles chez les oies, et donc ils se mettent à prédominer à l'intérieur du truc. Et je précise que je ne parle pas des origines sociobiologiques du miracle grec du VIe siècle, je parle bien des sociétés des oies aujourd'hui encore. Bon. C'est comme ça. C'est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de détails comme ça dans le travail de Lawrence qui vraiment vous font voir le fonctionnement des sociétés humaines de façon complètement différente en fonction de ce qu'on découvre sur les sociétés animales. Alors, c'est un peu triste en même temps comme conclusion entre nous, parce que ce que ça veut dire, c'est que ce que nous appelons parfois le bien, c'est-à-dire la capacité au fond des vertébrés supérieurs à dépasser leur égoïsme pour se mettre en couple ou au-delà, pour former des familles, des super-familles, des cités, bien c'est un peu un sous-produit du mal. C'est-à-dire que pour réguler le mal, entre guillemets, c'est-à-dire l'agression intraspécifique, la nature a inventé des dispositifs qui permettent de la détourner, de la faire dévier, une fois qu'elle a joué le rôle qu'elle avait à jouer dans la construction sociale, mais sans que ça aille jusqu'à la violence directe entre individus de la même espèce. Une autre conséquence assez triste de ça, c'est que vous voyez tout de suite que si la capacité du mâle et de la femelle à partager le même territoire pour se reproduire découle indirectement de leur instinct d'agressivité, c'est-à-dire que si vous fabriquez une société où vous cassez l'instinct d'agressivité, en particulier chez les mâles, automatiquement vous allez avoir un effondrement du taux de natalité dans cette société. Parce que tout simplement, quand la femelle fera un geste d'instigation, le mâle dira en gros « ouais, non, mais ça m'intéresse pas, non ». Toute ressemblance avec des événements récents serait pas purement fortuite.
Bon, cela dit, là j'ai été un peu vite quand même, puisque je viens de passer de la simple régulation de l'agression intraspécifique pour former des couples à la constitution des sociétés animales. On peut se demander un petit peu mieux comment ça fonctionne exactement. C'est un peu la troisième question. Alors, ce que montre Konrad Lorenz, c'est qu'à l'intérieur des espèces, à l'intérieur des cerveaux individuels, des vertébrés supérieurs, il existe ce qu'il appelle un parlement des instincts, où les pulsions de détournement de l'agression servent à réguler les pulsions d'agression, et où cette régulation doit se faire donc en pondérant en quelque sorte les grands instincts que sont les instincts qui régissent les comportements de faim, d'amour, de fuite et d'agression. Et cette pondération se fait par l'organisation de formes hybrides dans des comportements complexes. Alors là où ça devient très compliqué, c'est que il y a une rétroaction, une itération entre des comportements sociaux qui sont induits par un phénomène que Lorenz appelle l'induction sociale, c'est-à-dire le fait que quand un individu fait une chose, ça va induire d'autres comportements d'imitation ou au contraire de non-imitation, voire d'opposition chez d'autres individus autour de lui. Il y a une combinaison entre ces comportements sociaux et les comportements individuels. Et petit à petit, la nature, par sélection naturelle des groupes qui savaient le mieux organiser en quelque sorte ces effets de rétroaction, a pu produire des comportements programmés chez les individus qui vont très loin. Par exemple, vous savez, le chien se retourne sur le dos pour présenter son ventre assez souvent quand il est devant son maître. C'est un comportement classique chez les chiens. Nous, on croit que c'est parce qu'il veut qu'on lui gratte le ventre. D'ailleurs, on lui gratte le ventre et il est content. Mais en fait, ce comportement réflexe vient d'un comportement social. Dans les meutes de loups, quand un individu qui est jeune fait une bêtise, en quelque sorte pour faire savoir au vieux loup qui est à côté que « Ah pardon, je l'ai pas fait exprès », ou alors quand par exemple il veut pouvoir se servir rapidement sur une proie, alors qu'il n'a pas vraiment participé à la chasse, il se met sur le ventre et il émet quelques toutes petites gouttes d'urine. Et l'urine des louveteaux a une odeur spécifique qui va être identifiée par le vieux loup, qui va dire « Ah oui, d'accord, toi tu es un petit jeune, ok, bon ben va te servir, t'as besoin de manger. » D'une manière générale, on sort de ce livre plein de préjugés favorables envers les loups et les chiens. C'est vraiment des animaux, on va voir après pourquoi, tout à fait sympathiques. Dans un genre un peu différent, ça m'a fait rigoler, Lorenz explique que chez les babouins, pour marquer son respect aux membres dominants du groupe, on leur présente les fesses bien en évidence. Je précise que je parle des babouins et pas des agences de pub de Paris. Bon, c'est facile, mais bon, c'est tentant, quoi. Et bon, bref, revenons à des choses sérieuses. Et donc, il y a cette rétroaction du social à l'individuel, de l'individuel au social, qui finit par fabriquer des comportements chez les animaux qui sont quand même impressionnants de complexité. Alors, une des conséquences de cela, c'est que plus l'agression intraspécifique est forte dans une espèce, c'est-à-dire plus une espèce est violente avec elle-même, plus, pour pouvoir survivre, forcément, elle a développé des systèmes d'instincts sociaux
qui permettent de contrebalancer, en quelque sorte, cette tendance naturelle à une très forte agression intraspécifique. Et donc, plus dans cette espèce, on va observer en général des amitiés stables. Des solidarités fortes. C'est-à-dire que, comme les avantages en quelque sorte du mal, l'agression intraspécifique, étaient particulièrement importants à dégager, parce que l'agression intraspécifique est forte dans cette espèce, mais en même temps, comme les risques étaient forts, ces espèces-là se dotent, entre guillemets, de comportements quasi, entre guillemets, moraux. Où l'on retrouve la conclusion précédente, que le bien, entre guillemets, est en quelque sorte un sous-produit du mal, mais en comprenant mieux maintenant comment ça fonctionne exactement. Et où on comprend pourquoi le loup, le chien, qui est un animal doté d'une très 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 grande agressivité naturelle, est aussi l'ami le plus fidèle. Voilà. Par opposition, Konrad Lorenz mentionne l'animal peut-être le plus, comment dire, le plus désagréable dans son fonctionnement social, le rat. La particularité du rat, c'est que à l'intérieur de la même superfamille, c'est-à-dire entre rats qui ont la même odeur, l'agressivité intraspécifique est quasi nulle. Quasi nulle. Donc la conséquence de ça, c'est que les rats ne se connaissent absolument pas les uns les autres. Ils ne connaissent que l'odeur de leur meute. Chez eux, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de hiérarchie. Le partage des proies se fait selon la rapidité à s'en saisir. On ne laisse pas passer devant les plus jeunes. Le rat n'a pas eu besoin de se hiérarchiser beaucoup parce que apparemment il a une très bonne capacité à transmettre l'information et la connaissance, même sans hiérarchie. On ne sait pas très bien comment ça marche. Mais il a une particularité. Cet animal qui a une très faible agressivité intraspécifique au sein de la même superfamille, c'est-à-dire d'animaux qui partagent le même marquage, a une agressivité extrême et même une véritable cruauté à l'égard de ses congénères qui ne partagent pas son odeur. D'où ça vient? Alors probablement du fait que, vous savez, la nature privilégie évidemment les formes qui fonctionnent le mieux. Probablement en quelque sorte que pour réguler la gestion du territoire, comme les rats, qui ont une très forte natalité naturelle, si vous voulez, ne pouvaient pas le faire par leur agressivité intraspécifique à l'intérieur des superfamilles, eh bien, en quelque sorte, la nature a favorisé les superfamilles le mieux capables d'organiser la violence contre les autres superfamilles. C'est-à-dire que le principe d'agression intraspécifique, n'existant pas à l'intérieur des superfamilles de rats liées au même ancêtre commun et partageant la même odeur, eh bien, il s'est en quelque sorte élevé à l'échelle supérieure dans les affrontements entre superfamilles, qui sont extrêmement violents et extrêmement cruels. C'est-à-dire que chez le rat, le mal, entre guillemets, est un sous-produit du bien. Comme à l'intérieur de la même famille, il n'y a pas d'agression intraspécifique, mais qu'il faut qu'il y en ait une pour réguler les territoires, eh bien, le principe du mal, en quelque sorte, le principe de l'agression intraspécifique, s'est déplacé vers les affrontements entre superfamilles. Et alors, évidemment, une fois qu'on a fini ce travail-là, qui est un travail à proprement parler de biologie et d'éthologie, on a observé des comportements animaux, la question c'est qu'est-ce qu'on peut en déduire sur les êtres humains?
Alors, au-delà des blagues à deux balles de pseudo-anthropologie auxquelles je me suis livré pendant cet entretien, qui ne présente pas, enfin, ça c'est moi qui m'amuse, il y a une vraie réflexion de Konrad Lorenz. Alors, il commence par un long exposé, mais sans doute nécessaire, pour relativiser en quelque sorte la possibilité de transférer des enseignements tirés de l'observation animale sur l'espèce humaine. Il commence par dire que l'homme a du mal à accepter qu'il est inséré à l'intérieur de la nature, que naturellement il ne veut pas croire qu'à bien des égards il fonctionne comme un singe, qu'il a tendance à se croire au centre de la nature et à penser en même temps qu'elle s'arrête là où commence son intériorité. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, rien de ce qui est humain ne serait animal et rien de ce qui est animal ne serait humain. Et l'homme a tendance à penser qu'il est régi par la raison et pas par l'instinct. Mais, explique Lorenz, tout ça c'est une erreur. C'est une erreur. L'homme est au sommet de l'évolution, mais il est dans l'évolution. Et sa raison désincarnée ne peut pas vaincre son instinct seul. Parce que l'expérience montre que pour se mouvoir, il faut que la raison parte d'un instinct. Sinon, il n'y a pas de motivation, en quelque sorte, au fonctionnement de la raison. Donc l'homme a évidemment une beaucoup plus grande capacité que les autres animaux à reprogrammer, en quelque sorte, son parlement des instincts, mais pas totalement. La raison ne peut pas triompher seule du parlement des instincts. Il faut qu'elle ait des alliés à l'intérieur de ce parlement. L'homme n'est pas pur esprit. L'homme n'est pas que langage, n'est pas que culture. Il est aussi un corps, et un corps qui est inscrit dans l'ordre animal. Ça ne veut pas dire qu'il faut désespérer de lui, ça ne veut pas dire qu'il est condamné à rester esclave de son animalité, c'est un être en marche pour aller toujours plus haut, mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte la réalité animale de l'être humain et que c'est dans cette mesure-là, et uniquement dans cette mesure-là, qu'on peut transférer certains des enseignements de l'étude du comportement animal sur le comportement humain. Je vous lis un extrait de ce que dit Konrad Lorenz à ce sujet. Prendre pour absolu l'homme actuel, qui se trouve à une étape, espérons-le particulièrement courte, parce que particulièrement désagréable et dangereuse, de sa marche à travers le temps, et proclamer qu'il est le couronnement inégalable de la création, c'est pour un scientifique la plus arrogante et la plus indéfendable de toutes les doctrines. Et il a cette très belle phrase qui explique pourquoi Lorenz esquisse la possibilité d'une réconciliation entre darwinisme et christianisme. Si je croyais l'homme l'image définitive de Dieu, je désespérerais de Dieu. Alors, ceci étant posé, on a compris dans quelle optique, de quelle manière Lorenz peut s'appuyer sur l'étude de l'animal pour réfléchir sur l'homme. Il observe d'abord que les mécanismes liant le parlement des instincts et les structures sociales se retrouvent très largement dans l'espèce humaine. C'est une forme beaucoup plus complexe, parce qu'il y a l'intérieur, évidemment, il y a le langage, il y a le néocortex, etc. Mais on retrouve ces mécanismes. Qu'est-ce que c'est les bonnes manières qui marquent l'appartenance sociale à un groupe donné ? Est-ce que c'est tellement différent du marquage généralement olfactif par lequel les sociétés animales se distinguent à l'intérieur de la même espèce ? On retrouve dans l'espèce humaine des rituels de détournement d'agressivité qui prennent leur origine dans des comportements animaux. Par exemple, le rire. Qu'est-ce que c'est que le rire pour un éthologue ?
Le rire n'est pas seulement une expression franche de l'humour. Il fournit probablement aussi la base sur laquelle celui-ci a évolué. En 3 points, le rire, l'enthousiasme militant et le cérémonial de triomphe des oies se ressemblent. Tous 3 sont des types de comportements instinctifs. Tous 3 dérivent du comportement agressif et contiennent encore un peu de leur motivation primitive. Et tous 3 ont une fonction sociale similaire. Le rire s'est probablement développé par ritualisation à partir d'un mouvement de menace réorienté, tout comme le cérémonial de triomphe. Pareil à ce dernier et à l'enthousiasme militant, le rire fait immédiatement naître entre les participants un fort sentiment de camaraderie, joint à une pointe d'agressivité contre les outsiders. Rire ensemble de bon cœur, cela crée un lien très semblable à celui que crée l'enthousiasme pour un même idéal. Trouver drôle les mêmes choses, ce n'est pas seulement la condition préalable de toute vraie amitié, mais très souvent déjà un premier pas vers elle. Tout en formant un lien, le rire tire une ligne de démarcation. Si je ne peux pas rire avec les autres, je me sens en dehors, même si leur rire n'est aucunement dirigé contre moi. Le rire est plus spécifiquement humain que l'enthousiasme. Le changement de forme et de fonction qu'ont subi les schèmes de menace à la base de l'un et de l'autre est, dans le cas du rire, plus radical. À l'encontre de l'enthousiasme, le rire, même à son paroxysme, ne risque jamais de régresser et de laisser percer le comportement agressif primaire. C'est là que vous comprenez tout de suite, par exemple, pourquoi c'est complètement idiot dans nos sociétés, ça c'est une remarque personnelle bien sûr, hein, dans notre société française actuelle, de traiter un humoriste comme Dieudonné Mbala Mbala de bout de feu. Non, c'est le contraire. Quand Dieudonné Mbala Mbala fait rire, intelligemment, c'est pas un rire méchant, c'est pas un rire agressif, c'est un rire subtil, c'est un rire vraiment d'humour, fait rire de certains sujets, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il amène les gens jusqu'au constat de leur agressivité et hop, il la fait dériver, et ce faisant, il les aide en quelque sorte, passez-moi l'expression, à évacuer le mauvais sang, à évacuer la bile. C'est ça le rire. Et effectivement, c'est un mécanisme de gestion de l'agressivité intraspécifique, en fait. En même temps, tout en constatant que donc l'être humain a en lui les mécanismes de gestion de l'agressivité intraspécifique, Lorenz estime qu'aujourd'hui on a un vrai problème. Ces mécanismes sont dépassés. Et il nous compare, c'est pas très sympa de sa part, mais c'est pas entièrement faux. Vous allez voir à qui il nous compare. Si un observateur extraterrestre était un éthologue bien informé, il conclurait inévitablement que l'organisation sociale des hommes ressemble beaucoup à celle des rats, qui eux aussi sont à l'intérieur de la tribu fermée des êtres sociables et paisibles, mais se comportent en véritables démons envers des congénères n'appartenant pas à leur propre communauté. Alors pourquoi il dit ça ? Pourquoi cette inquiétude chez Lorenz ? En fait, ce qu'il nous dit, c'est que le problème de l'homme, c'est qu'il a un niveau d'agressivité intraspécifique très élevé par rapport au dispositif de gestion instinctuelle de cette agressivité. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, l'homme, réduit à lui-même, à ses conditions naturelles, était un animal peu capable de s'entretuer. Pas de griffes, pas de crocs, vivant plutôt en hordes éloignées les unes des autres. Mais
le problème, la force et en même temps le problème de l'humanité, c'est qu'elle peut effectuer des sauts de puissance soudains par sa créativité, par son inventivité, et des sauts de puissance qui dans la nature ne pourraient pas se produire, ou alors très très lentement, si lentement, que ça laisserait le temps, en quelque sorte, au parlement des instincts programmés à l'intérieur des individus, de s'adapter à ce surcroît de puissance. Bref, en l'être humain, l'adaptation des instincts individuels et sociaux a été beaucoup plus lente que la croissance de la puissance déployée lors de l'agressivité intraspécifique. D'un autre côté, la force de l'homme, c'est ça, ce que Lorenz appelle sa responsabilité raisonnable, c'est-à-dire qu'il peut aussi effectuer des sauts dans sa capacité à gérer son agressivité via la culture. Mais, évidemment, il y a donc une course entre le différentiel qui se crée entre la capacité des êtres humains à s'entretuer par rapport à leur capacité instinctive à gérer leur agressivité et la vitesse à laquelle nous construisons notre culture, notre capacité en quelque sorte à compenser ce différentiel par le développement de notre responsabilité raisonnable. Et aujourd'hui, nous sommes dans une époque de risque maximal, explique Lorenz, parce qu'on a une très grande accélération du progrès technique, qui est très supérieure à l'accélération de la création culturelle. Donc on a un risque maximal de concurrence produisant des résultats non adaptatifs, pour reprendre un terme technique, et donc nous sommes une espèce menacée. Menacée par le déséquilibre qui se crée entre les relations entre nous et notre environnement, et notre nature instinctive profonde. Alors, sur la façon dont on gère les choses aujourd'hui, la lecture de Lorenz, de ce point de vue, est absolument ravageuse. Je vais vous lire quelques extraits de ce que dit Konrad Lorenz. Écoutez bien. L'interaction équilibrée entre toutes les normes particulières du comportement social qui caractérise un peuple explique pourquoi il s'avère en général très dangereux de mêler des cultures différentes. Pour tuer une culture, il suffit parfois de la mettre en contact avec une autre, surtout si cette dernière est plus évoluée, ce qui vaut d'habitude pour la culture d'une nation conquérante. Les gens du côté soumis ont alors tendance à regarder de haut tout ce qui leur était autrefois sacré et à singer les coutumes qu'ils croient supérieures. Mais étant donné que le système des normes et des rites sociaux propres à une culture est toujours adapté à mains égards aux conditions particulières du milieu, l'acceptation inconditionnelle de coutumes étrangères entraîne presque toujours une mauvaise adaptation. Les premiers exemples de culture américaine qu'imitaient les jeunes Allemands immédiatement après la dernière guerre, c'était le Coca-Cola, le chewing-gum, les cheveux en brosse et les bandes dessinées en couleur. Les normes de social de plus grande valeur de la culture américaine étaient, semble-t-il, moins faciles à imiter. En dehors du danger encouru par une culture en contact avec une autre, tous les systèmes de normes et de rites sociaux sont vulnérables de la même manière qu'un système de comportement social, évolué par la phylogénèse. Comme ils ne sont pas faits par l'homme, mais par la sélection naturelle, leur fonction reste inconnue à l'homme sans une étude scientifique particulière.
Leur équilibre est donc aussi facilement bouleversé par la pensée conceptuelle que celui de n'importe quel système de comportement instinctif. Il peut se dérégler lors d'un quelconque changement du milieu qui n'avait pas été prévu, entre guillemets, par le programme, entre guillemets. Mais à l'encontre des instincts qui persistent pour le meilleur et pour le pire, les systèmes traditionnels de comportement social peuvent complètement disparaître au cours d'une génération, car de même que l'état continu qui constitue la vie d'un organisme, ce qui fait une culture ne supporte aucune interruption de sa continuité. En d'autres termes, ce que nous explique Konrad Lorenz, c'est que le multiculturalisme et son corollaire, l'acculturation, fabriquent des gens à l'intérieur desquels on détruit les systèmes de rites sociaux qui permettent par rétroaction d'entretenir les dispositifs de gestion de l'agressivité intraspécifique. Et voilà pourquoi le multiculturalisme est une catastrophe. On ne fabrique pas des gens moins agressifs, on fabrique des gens beaucoup plus agressifs et de façon désordonnée. Passons maintenant au mythe de l'enfant auto-apprenant, de l'éducation nationale qui compte sur la spontanéité des enfants pour qu'ils s'apprennent à eux-mêmes à être de bons citoyens. L'équipement de l'homme en normes de comportement programmées dépend autant de la tradition culturelle et de la responsabilité rationnelle que la fonction de ces deux derniers dépend de la motivation instinctuelle. S'il était possible d'élever un être humain d'une constitution génétique normale, dans des conditions où il serait privé de toute tradition culturelle, ce qui est impossible non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons biologiques, l'objet de cette expérience très cruelle serait très loin de correspondre à la reconstruction d'un ancêtre préhumain encore sans culture. Il serait un pauvre infirme avec une déficience des fonctions supérieures, comparable à certains idiots chez qui une encéphalite pendant la jeunesse ou la vie utérine a supprimé certaines fonctions du cortex cérébral. Aucun être humain, fût-il le plus grand génie, ne pourrait inventer à lui seul un système de normes et de rites sociaux capable de remplacer la tradition culturelle. Voilà, vous mettez les enfants devant la télé, vous les laissez s'élever eux-mêmes avec une tablette, et vous les avez préalablement fait baigner dans un multiculturalisme où tout était démoli. Bon, vous aurez des êtres qui vont osciller entre une absence totale d'agressivité, parce qu'une absence totale de tout, des chiffres-molles complètes, ou alors des types extrêmement violents et incontrôlables. C'est exactement ce qu'on observe. Exactement ce qu'on observe. Et Lorenz conclut son livre en lançant un avertissement en quelque sorte. En gros, ce qu'il explique, en termes à peine voilés, c'est « Écoutez, moi j'ai été témoin de la montée du nazisme. Et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, dans l'espèce humaine, il y a un mécanisme dont on a déjà parlé rapidement à propos du rire, qui est l'enthousiasme militant. Qu'est-ce que c'est l'enthousiasme militant? C'est le moment où, à peu près à la puberté, il y a un très grand pic d'agressivité chez les jeunes hommes, et il va falloir que ce pic d'agressivité se décharge vers quelque chose, parce que chez les vertébrés supérieurs, en quelque sorte, les gens sont programmés pour avoir un certain niveau d'agression, et il faut que d'une façon ou d'une autre, ils le réalisent. L'enthousiasme militant, c'est l'enthousiasme militant en fait pour l'agression en commun. C'est la variante humaine et à très grande échelle du cérémonial du triomphe partagé par les oies. Et ce que nous dit Lorenz en conclusion, en quelque sorte, c'est de toute façon, cette agression va se décharger. De toute façon, l'enthousiasme militant, il va falloir en quelque sorte qu'il se réalise. Donc il peut se réaliser de deux façons.
soit il se réalise par une construction culturelle complexe qui amène l'humanité toujours plus haut, vers la sublimation, c'est-à-dire qu'on retourne l'agressivité en soif d'élévation, ou alors, ce que vous avez vécu au XXe siècle avec Adolphe et compagnie, vous le revivrez. Voilà. Voilà les conclusions que Konrad Lorenz croit pouvoir tirer de sa longue fréquentation des oies, des chiens et malheureusement des rats. Franchement, c'est un livre qui vaut la peine d'être lu, je vous le conseille. Et on va en lire 3 ou 4 autres ensuite avant de commencer à parler du racisme anti-blanc. Donc je pense qu'on lira Race, évolution et comportement de John Rushton. Et puis 2 ou 3 autres livres, que je n'ai pas encore décidé exactement lesquels, mais en tout cas, le prochain dans cette série-là, c'est John Rushton, Race, évolution et comportement, dans quelques semaines, parce que il y a d'autres choses au programme, et en particulier ce que nous allons voir à la prochaine note de lecture, puisqu'on va passer à quelque chose de complètement différent. J'aime bien entrecroiser comme ça les problématiques, passer d'un truc à l'autre. Je pense que la pensée est métonymique et que il faut savoir être soigneusement et de façon très organisée complètement bordélique pour laisser les idées s'interpénétrer, se croiser. C'est toujours fructueux. Donc on va passer à un truc complètement différent. Vous savez qu'on lit tous les livres des hommes politiques qui se portent candidats pour la présidentielle 2017 en France. Et le prochain, c'est Emmanuel Macron. Alors, j'aime autant vous dire tout de suite que par rapport à Konrad Lorenz, on va retomber de pas mal de niveaux. Mais on a dit qu'on les lisait tous. On les lira tous. Donc, à bientôt pour Emmanuel Macron.